Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Tous les dimanches à 10h10, Radio Côte d'Ivoire reçoit dans ses salons une personnalité ou une structure pour évoquer une question d'actualité. Les salons de Radio Côte d'Ivoire, une fixation sur les questions d'actualité. La formation est l'éducation. L'éducation, c'est aussi la formation. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Bonjour mesdames et messieurs. Après le système d'enseignement traditionnel expérimenté depuis les indépendances, une autre forme d'éducation a vu le jour depuis ces 20 dernières années. Il s'agit de l'éducation-formation qui, selon les observateurs, garantir un avenir stable et un développement durable. Mais comment y parvenir? Ensemble ce dimanche, nous allons partager l'expérience d'un éminent professeur. Il s'agit du docteur André Déazon. Il est enseignant-chercheur à l'UFR des sciences de l'homme et de la société à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et si vous permettez, je vous propose quelques centres d'intérêt dans le cadre de notre tribune d'échange, le salon de Radio Côte d'Ivoire de ce dimanche. Nous parlerons d'éducation, formation, comment comprendre d'abord le concept. Nous parlerons des types d'éducation qui existent, les pédagogies qui s'adaptent. Le développement durable également, on va chercher à comprendre le concept, les approches pour y arriver à ce développement durable. Les relations éducation, formation et développement, surtout comprendre votre ouvrage, l'éducation est la priorité, et c'est pour ça que nous sommes ensemble ce dimanche. Vous serez interrogé par Adama Bakayoko et moi-même. Adama, bonjour. Bonjour Paul-Philippe. Tout de suite avant de démarrer, qui est Dr André Déazon? Élément de réponse avec Fleur Kofi. Dr André Déazon est enseignant-chercheur à l'Institut de recherche d'enseignement et d'expérimentation en pédagogie de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Titulaire d'un 3e cycle en informatique appliquée aux sciences de l'éducation à l'Université libre de Bruxelles, où il a été major de sa promotion avec la mention grande distinction. Il est aussi titulaire d'un doctorat thèse unique en indicamétrie avec la mention très honorable suivie des félicitations du jury. Dr honoris causa de la Yonkers University des États-Unis pour ses travaux en sciences de l'éducation. Également Dr honoris causa de l'Université populaire de Milan en Italie pour ses publications en indicamétrie, sciences inventées par le professeur Mustapha Diabaté. En 2008, il a été décoré au grade d'officier de l'Ordre du Mérite de la Solidarité, puis en 2018, décoré au grade d'officier dans l'Ordre du Mérite ivoirien. Il est aussi le président du Conseil des docteurs en indicamétrie et auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent, La pédagogie capacitaire, la science pédagogique exigée par l'éducation, paru aux éditions universitaires de Côte d'Ivoire en 2016. Dr André Déazon est ce dimanche l'invité des salons de Radio Côte d'Ivoire. C'est à vous, Paul-Philippe. Merci à vous, Fleur Kofi. Docteur, ces informations sont-elles exactes? Bon, je voulais simplement dire que je suis directement à l'UFR des sciences de l'homme et de la société, à l'université Félix Houphouët-Boigny. Sinon, c'est vous qui êtes là? Sinon, c'est moi. D'accord. Le descriptif me correspond bien. Merci bien, docteur. OK. L'éducation-formation, quelle approche pour un développement durable? Quel commentaire d'abord vous explique ce thème? Le niveau scientifique auquel nous sommes parvenus aujourd'hui par rapport à la recherche, l'éducation n'a que faire des approches. L'éducation exige la science. Et par des calculs, nous sommes arrivés à la conclusion que l'éducation-formation exige la science à plus de 99%. Donc, il ne s'agit plus d'utiliser des approches pour éduquer, mais il faut utiliser la science. C'est-à-dire qu'il faut rechercher la rigueur scientifique dans l'apprentissage. Elle doit s'adapter à quel cycle? La science que vous exigez, à tous les cycles? Ah oui, c'est la science pédagogique. Vous savez, en matière d'éducation-formation, il y a d'abord la pédagogie qui doit s'adapter à toutes les formations possibles et imaginables, qui doit être opératoire pour toutes les disciplines possibles et imaginables. Et puis il y a la didactique qui est la traduction du modèle pédagogique dans des disciplines données. Par exemple, dans l'ouvrage La pédagogie capacitaire, il y a un modèle pédagogique qui est scientifique, c'est-à-dire qui a été construit à partir d'un modèle scientifique, mathématique. Et ce modèle pédagogique peut s'appliquer en histoire, en biologie, en sciences, en informatique. Là, c'est l'implémentation didactique du modèle
pédagogique. On est très enthousiaste de vous écouter. Vous semblez très bien maîtriser le sujet. À notre sens, vous avez parlé tout à l'heure, on n'a que faire des approches. Ce qui doit s'imposer, c'est la science. Effectivement, en Côte d'Ivoire, on a ce problème. On est passé de la PPO, la pédagogie par objectif, ensuite à la FPC, à la formation par compétence. Aujourd'hui, nous sommes à l'APO. Il y a tellement d'approches finalement. On se demande pourquoi chaque fois de chercher des approches. Je complète la question de Adama. Est-ce que ces approches-là n'ont pas eu d'effet? C'est là que vous réfutez ça tout de suite. Alors, ce que je voudrais vous dire, la pédagogie par objectif. Pour enseigner, vous devez définir, mettre au tableau objectif du cours. Mais quand vous avez écrit objectif du cours, vous ne pouvez pas commencer votre cours. Il faut mettre 2 points pour écrire autre chose. Vous comprenez? Donc, le mot objectif lui-même fait partie de ce qu'on appelle les mots valises. Un mot qui au départ est vide. Donc, il faut lui trouver un contenu. Donc, quand vous avez mis objectif du cours, 2 points, vous écrivez autre chose. Alors, ce que vous écrivez là, c'est quoi? En tant qu'enseignant, il ne suffit pas de dire c'est mon objectif. Pour que ce qui est votre objectif soit enseignable. Qu'est-ce que vous avez écrit? Est-ce une information? Est-ce une connaissance ou un savoir? Si c'est une information, une connaissance ou un savoir, quelle preuve vous avez que c'est enseignable? À partir de quand on peut dire que c'est enseignable? Vous comprenez? Donc, c'est là la question. Donc, la définition de l'apprentissage par objectif est une approche qui est très floue et qui ne donne pas la possibilité de donner des contenus précis à l'apprenant. Quand vous dites « mon frère arrive par avion », il arrive par avion, on sait bien que s'il arrive par avion, c'est à un aéroport qu'on va l'accueillir. Pas à la gare des trains. Pas à la gare des trains. Ou si vous dites qu'il arrive par le train, voilà, on sait. Mais l'objectif, quand vous dites l'objectif du cours, c'est quoi? Donc c'est ce flou initial que la pédagogie capacitaire a évacué. Alors, les compétences ne sont pas autonomes. Parce que pour enseigner, pour utiliser un contenu d'apprentissage, il faut qu'il soit suffisamment autonome pour transformer l'apprenant. La compétence n'est pas autonome. L'exemple que j'ai toujours donné, vous avez un tireur d'élite qui a été formé à gros frais, donc qui a la compétence, et il arrive au front. La tension au front est telle qu'il abandonne sa tenue militaire à la broussaille pour se confondre dans la population. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'est pas compétent puisqu'il est tireur d'élite. Mais qu'est-ce qui lui a manqué? Il lui a manqué la capacité de résistance, la capacité d'endurance qu'exige la situation. Cette dose d'endurance chez lui est inférieure à ce qu'il faut pour tenir au front. C'est pour ça qu'il est parti alors que ses camarades continuent. Donc, comme il est parti, toutes les compétences qu'il a pu acquérir sont réduites à néant. Donc, une compétence qui n'est pas accompagnée par la capacité nécessaire est réduite à néant. Alors justement, docteur, comment passer du flou ou du vide à un contenu? D'abord, l'apprentissage doit transformer. Si l'élève n'est pas transformé, ça veut dire qu'il a passé son temps pour rien. L'apprentissage doit être transformateur. Mais est-ce que l'enseignant a la preuve que quand il conduit l'élève à résoudre l'équation x au carré moins 1 égale 0, l'élève qui résout cette équation, est-ce que l'enseignant a la preuve qu'il a été transformé? Rien. Il n'a pas de preuve scientifique. Ça peut être mécanique. Voilà, ça peut être mécanique. Et moi, je vous dis, quand j'étais au collège, l'enseignant de maths dit, il faut faire comme ça. Il faut envoyer le 1 après le signe égal. 0. Et quand vous l'envoyez après le 0, il devient plus. Ouais. Donc, c'est totalement mécanique. En quoi l'enfant est transformé? Alors que l'apprentissage doit être transformateur. Donc, quel apprentissage donner pour qu'il soit transformateur? Eh bien, l'ouvrage est arrivé à l'idée que c'est le savoir qui est transformateur. Ce n'est ni l'information isolée, ce n'est ni la connaissance isolée, c'est le savoir qui est transformateur. Et ce savoir-là a 3 niveaux. Il y a le niveau descriptif, il y a le niveau formel et le niveau réel. Donc un enseignement où les 3 niveaux manquent ne peut pas transformer l'élève. Et c'est tout le problème de notre système éducatif, parce que les élèves de CP1 jusqu'à la terminale ont le cerveau rempli de formules. Terminale C rempli de formules mathématiques. Mais quel est le niveau opératoire de ces formules? Qu'est-ce que j'en fais? Rien. Voyez. Donc ce sont des enseignements, c'est ce que Makiguchi a appelé la connaissance morte. Parce que cette connaissance, elle est dans mon cerveau, mais je ne sais pas comment la sortir du cerveau pour créer un objet qui lui correspond. Alors, la pédagogie capacitaire, finalement, c'est un type d'éducation? Oui, c'est une pédagogie. C'est la science de l'éducation, par excellence. Vous ne pouvez pas éduquer sans pédagogie. Parce que la pédagogie, c'est les techniques, les méthodes et les procédés qui vous permettent d'éduquer. Donc, vous ne pouvez pas éduquer sans la pédagogie. C'est la science de l'éducation par excellence. Donc, si l'éducation exige la science, alors la pédagogie doit être scientifique. Et la pédagogie capacitaire que j'ai créée, c'est une pédagogie
qui est éminemment scientifique. D'abord, juste avant vous, c'est à quel niveau ça peut s'appliquer cette pédagogie? Ou à quel âge? Parce qu'il y a une affaire de réception et de réflexion. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Vous prenez un élève de 5e, en cours de mathématiques. Quand il arrive en début d'année de 5e, il faut réviser ce qu'il a appris en 6e avant d'aborder les nouvelles notions de 5e. Et quand vous avez fait cette révision, qui est, si vous voulez, l'ensemble des connaissances nécessaires pour maîtriser les notions de 5e, alors vous passez à l'apprentissage réel. Donc, ces notions révisées jusqu'à présent ont le même coefficient que les nouvelles notions de 5e, alors que ce n'est pas le même niveau cognitif ou taxonomique. Là, les connaissances révisées n'ont pas le même niveau que les nouvelles connaissances à acquérir en 5e. C'est là que l'évaluation est biaisée. Si vous donnez le même coefficient, l'élève qui a 16 pour les connaissances révisées et qui a 2 fois 7 pour les nouvelles connaissances sur les 2 trimestres, qui a 2 fois 7, alors il a la moyenne en fin d'année, alors qu'il est nul, enfin pas qu'il est nul, mais il ne maîtrise pas les nouvelles connaissances. Les connaissances de 5e pour lesquelles il a eu l'année. Et pourtant, il a la moyenne. Parce que l'évaluation a été biaisée. Donc, la pédagogie capacitaire va faire entrer les coefficients à l'intérieur des disciplines, de sorte que l'apprentissage de début d'année ait son coefficient qui lui correspond en fonction de son niveau. L'apprentissage de la deuxième période est son coefficient qui lui correspond. L'apprentissage du troisième est son coefficient qui lui correspond. Donc, c'est une évaluation scientifique. Alors, vous êtes d'accord avec ceux qui disent, par exemple, que l'élève de troisième, il y a 20 ans, a des connaissances supérieures à l'élève de terminale d'aujourd'hui? Bon, ça encore, c'est des recherches à faire pour arriver à des conclusions scientifiques. Mais ce qu'il faut dire, c'est que notre système éducatif est le système éducatif français des années 60. Donc on n'a rien créé. Voilà. On devait suivre l'évolution de ce système en France, mais on n'a pas regardé la France évoluer. Alors qu'il y a 20 ans, la France a abandonné ce système. Donc c'est normal que l'élève de 3e il y a 20 ans soit mieux que le système vétuste que nous avons. D'accord. Oui, non, revenant surtout toujours sur ces méthodes pédagogiques-là. Vous l'avez dit, réintroduire les coefficients, ça donne de la valeur. On le sait, il y a quelques années, ça existait déjà au premier cycle. Je ne parle pas de coefficients de manière tel qu'établi dans votre ouvrage, mais les coefficients par matière qui ont disparu. Avant, les mathématiques n'avaient pas les mêmes coefficients que le français, que le sport. Aujourd'hui, toutes les matières sont uniformisées, toutes les matières ont un coefficient 1. Du coup, l'élève même peut penser que le sport ou l'art plastique, ce qui est aussi discutable, est aussi l'égal des mathématiques, des sciences physiques, etc. Est-ce que ça, c'est pas un problème aussi? Ça dépend de pourquoi on l'a fait. Quelle est la valeur pédagogique de mettre les coefficients à plat? C'est ça qui a manqué. Sinon, il y a une explication pédagogique. L'explication pédagogique, c'est de suivre les enfants, et quand on a mis tous les coefficients à plat, on n'autorise plus les redoublements. Tout le monde est suivi depuis la classe de 6e jusqu'à la classe de 3e avec les mêmes coefficients pour voir ce qui intéresse chaque élève, pour voir quelles sont les aptitudes les plus développées chez tel ou tel apprenant. Donc on les suit, et c'est à ce niveau-là que l'enseignant doit travailler le plus, parce qu'il faut suivre l'élève pour savoir exactement dans quelle matière il a plus d'aptitudes, et ces véritables aptitudes. Donc de sorte qu'en arrivant en 3e, vous savez que tel élève est bon en mathématiques, tel élève est bon en biologie, tel élève est excellent en gymnastique, tel élève est bon en sciences, etc., etc. Et en ce moment-là, vous opérez les orientations au second cycle pour qu'ils correspondent aux compétences réelles de l'élève. Mais le problème, c'est quoi? Quand on a égalisé les coefficients à l'époque de la télévision éducative, et on faisait passer tout le monde, les enseignants se sont dit, mais à quoi bon me fatiguer? Puisque de toute façon, ils vont passer en classe supérieure. Oh, c'est parce qu'on les fait passer en classe supérieure. Tout ce que vous, en tant qu'enseignant, vous devez travailler plus qu'avant. Parce qu'il faut que vous soyez sûr que tous ceux qui vont passer en classe supérieure aient le niveau requis pour aborder la classe supérieure. Donc c'est ça. Quand on a égalisé les coefficients, ce qui a manqué, c'est la formation pointue, le suivi, la formation pointue des enseignants. Est-ce que votre ouvrage tient compte des conditions de travail
dans nos écoles. Aujourd'hui, quand on doit suivre des enfants et qu'on en a 120 en 6e, comment on fait le suivi? Mon travail, c'est un travail scientifique. Les problèmes d'ordre matériel, je considère que c'est des problèmes d'ordre économique, des problèmes de gestion. Et mon apport est scientifique. Même là où toutes ces conditions sont remplies, on n'a pas la meilleure manière d'enseigner. Il y a 3 questions fondamentales dans l'apprentissage. Que faut-il enseigner? Que faut-il enseigner? Comment l'enseigner? Et pour réaliser quel idéal d'homme? Voilà les 3 questions. Qu'est-ce qu'on doit enseigner? Comment l'enseigner pour réaliser quel idéal d'homme? Et donc, nous, notre système éducatif, pour l'instant, est confiné dans l'enseignement, parce qu'il n'y a pas d'idéal d'homme. Or, quand il y a un idéal d'homme, tout l'apprentissage converge vers la réalisation de cet idéal d'homme. Ça, c'est l'apport de la pédagogie capacitaire. Si on tient compte aujourd'hui du concept à la mode, l'ivoirien nouveau, on pourrait modeler un idéal d'homme à partir de ces concepts-là. Absolument. Et le modèle d'homme qui est dans la pédagogie capacitaire, c'est un apport de la culture africaine. Il n'y a que la culture africaine qui a une définition véritable de l'homme. Il n'y a pas de définition de l'homme dans la plupart des langues occidentales. Si vous prenez le français, l'étymologie du mot homme, c'est homo. Mais homo veut dire qu'ils sont même chose. Mais est-ce qu'il n'y a que les êtres humains qui sont même chose? Les cafards sont même chose. Les singes sont même chose. C'est le sens de homo dans homosexuel. Homosexuel, c'est la sexualité entre des gens qui sont même chose. Alors, est-ce qu'il n'y a que les êtres humains qui sont... Donc, ils n'ont pas la définition de l'homme. Ça, c'est pas leur faute parce qu'ils sont venus après nous. Ils n'ont pas été témoins des origines de l'humanité. Or, les langues africaines sont témoins des origines de l'humanité. Et dans ces langues, quand par exemple, chez les Akans, quand on dit Otisran, ça veut dire il est un homme. Mais il est un homme là qui signifie qu'il est gentil. On peut ajouter pas, mais on dit Otisran, il est un homme. Il est un homme signifie gentil. Ça veut dire... Pour simplifier, ça c'est un homme. Ça, voilà. Ça veut dire qu'il est très gentil, il est très bien. Il est bien. Ça veut dire l'étymologie, ça veut dire la définition de l'homme, c'est la gentillesse. D'accord. Et je prends le ouais, on dit on est gnon, ça dit il est un homme. Mais les Malaquais vont plus loin, Moroyaba là. Ça dit qu'il est humain, il est un homme. Ça dit qu'il a l'humanité en lui. Et s'il n'est pas gentil, on dit Moroté. Alors donc on peut s'appuyer sur cette culture africaine pour bâtir un idéal d'homme. Mais bien sûr, la pédagogie capacitaire, c'est ça. C'est l'Afrique qui doit sauver l'humanité sur le plan éducatif. Et ce que je vous dis là, c'est dans toutes les langues. Vous prenez le Yakuba, Yakuba dit Imeka. Imeka, ça veut dire il est un homme. Il est un homme qui signifie il est gentil. Vous comprenez? Donc, dès l'instant où vous avez un modèle d'homme, toutes les connaissances vont converger vers la réalisation de ce modèle d'homme. Prenez la pédagogie par objectif, il n'y a pas de modèle d'homme. Prenez l'approche par compétence, il n'y a pas de modèle d'homme. Alors, vous créez qui? Voilà, donc c'est l'Afrique qui apporte cela et moi je l'ai mis dans la pédagogie capacitaire. L'actualité récente, il y a quelques jours de cela, oui. Le président de la BAD, Adesina, l'a dit, ça a peut-être choqué, mais il a dit les universités africaines forment pour des filières des gens qui ne travaillent pas. C'est-à-dire, ceux dont on n'a pas besoin, c'est ceux qu'on forme. Mais ceux dont on a réellement besoin pour développer l'Afrique, on ne forme pas pour ces matières dans nos universités. C'est ça. Il y a une inadéquation entre la formation et la pédagogie capacitaire. L'unité d'apprentissage, c'est le niveau potentiel, le niveau formel et le niveau réel. Le niveau réel, c'est le niveau où l'enfant fait des choses, où il crée, où il transforme. Ça, c'est l'unité d'apprentissage. Donc, à tous les niveaux, quand l'enseignant crée son unité d'apprentissage, il doit y avoir un niveau descriptif où il décrit le sujet, un niveau formel où il dégage la rigueur scientifique et un niveau réel où l'enfant fait des choses. Prenez un exemple simple, la dictée. La dictée, qu'est-ce que l'enfant fait après sa dictée? Il n'y a pas de ministère où on fait des dictées. Mais la dictée sert à quelque chose. L'orthographe, ça sert. Mais ce à quoi la dictée sert, il faut commencer à le faire à l'école. C'est-à-dire? À écrire, par exemple, des rapports d'activité. Entraîner déjà l'enfant à rédiger des PV de réunion, des demandes d'emploi, les différents types de lettres. Sango a écrit un ouvrage sur les différents types de courriers possibles et imaginables. Pourquoi ne pas entraîner déjà nos enfants à rédiger des textes complets et qu'on s'arrête à l'entraînement qui est la dictée ou alors la rédaction. Il n'y a pas de service où on fait des rédactions, mais c'est pour rédiger de façon cohérente. Alors, dans quel exercice on a besoin de rédiger alors, c'est dans des rapports d'activité. Alors, docteur, ce que je veux comprendre, vous êtes enseignant-chercheur à l'UFR des sciences de l'homme et de la société à l'université Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que la pédagogie capacitaire est déjà mise en application dans vos cours? Il y a longtemps. Quand je suis arrivé de l'Université libre dans les années 95,
J'avais commencé à enseigner dans les grandes écoles. Et j'ai mis la pédagogie capacitaire en pratique au CESTI. CESTI, informatique à côté du stade. Là. Cette année-là, CESTI a eu les meilleurs résultats au BTS d'informatique. Et c'est comme ça qu'un collègue qui s'appelle Anoma m'a dit, M. Deazon, votre méthode là, il faut l'écrire. Ça va aider les étudiants. Et c'est comme ça que j'ai publié en 2004 mon premier ouvrage qui est consacré à la méthode Mérise pour les étudiants en première année de BTS d'informatique. Et je l'ai encore appliqué à l'université. Parce que souvent, à l'université, on fait des formations pédagogiques aux enseignants. Et je me souviens, c'était la promotion de Michel Babo. Et après la formation, moi je suis parti. Et le jour de la remise des attestations, je suis arrivé un peu en retard, tout le monde était assis, les grands professeurs, le vice-président de l'université, tout ça, tout le monde est assis. Dès que j'ai mis pied dans la salle, il y a un enseignant qui a dit, voilà l'enseignant qui nous a le plus impressionné. Et j'avais mis en pratique la pédagogie capacitaire. Mais vous savez qu'au niveau de l'éducation, au niveau des ministères, il faut que la décision vienne de là-haut. C'est pas un enseignant. Moi, je le fais. C'est une proposition que vous faites. C'est une proposition qu'on fait. Voilà, moi, je le fais. C'est votre contribution, en fait. Voilà, je le fais dans ce que je fais. Mais je pense qu'avec le temps, par exemple, cette émission que vous m'accordez, c'est un moyen pour que la plupart des Ivoiriens soient informés de cette pédagogie et que, je puisse vous expliquer davantage dans les écoles. Je pense qu'on a assez compris la pédagogie capacitaire. Bien sûr. Mais vous êtes revenu souvent sur l'apprentissage. De quel apprentissage vous parlez? Est-ce que on doit comprendre par l'apprentissage ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on entend par formation professionnelle? Est-ce que c'est cela? L'apprentissage, il y a les 3 niveaux. Il y a le niveau descriptif, le niveau formel ou rationnel et le niveau réel. Tant qu'il n'y a pas ces 3 niveaux, il n'y a pas de véritable apprentissage. Donc, ce que vous devez apprendre, il faut être capable de le décrire. Qu'est-ce que je vais apprendre? Donc, il faut être capable de décrire. Quand vous avez décrit, il faut être capable d'en dégager les régularités, la rigueur scientifique. Et à partir de ces rigueurs scientifiques, vous devez être capable de créer, de construire par vous-même. Et quand vous êtes capable de construire par vous-même, alors, vous avez la dimension formelle. Après la dimension formelle, vous avez construit. Ça veut dire qu'en modifiant le formel, vous êtes capable de transformer, de construire autant de choses que vous voulez. Je vous donne un exemple. Quand j'étais en informatique à l'ULB, on nous a donné un programme informatique pour créer le cube. C'est-à-dire on a programmé la création d'un cube. Et donc quand tu lances le programme, le cube apparaît à l'écran. Et l'enseignant a dit, allez modifier le programme pour que ce cube-là devienne une brique. Vous comprenez? Et donc, il faut entrer dans le programme. Donc ça, c'est l'aspect formel maintenant, l'aspect scientifique. Il faut entrer dans le programme, le comprendre, et puis le modifier pour que son résultat donne. C'est ça, l'apprentissage. Donc, premièrement, tu décris. Je veux réaliser un cube. Quelles sont les dimensions? Donc, tu décris l'objet. Ensuite, quel est l'algorithme scientifique qui me permet de créer cet objet? Quand tu as obtenu l'algorithme, alors comment je peux traduire l'algorithme en réalité concrète? Ce sont ces 3 niveaux-là qui constituent l'apprentissage. Donc, l'enseignement technique, où les enfants n'ont pas l'aspect algorithmique, où ils ne font que réaliser des objets sans savoir quel est l'algorithme mathématique ou scientifique qui est en amont, ce n'est pas un véritable apprentissage. Ou bien alors, tu as les formules mathématiques, tu as les intégrales, tu sais résoudre les équations, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux créer à partir de ça. Ce n'est pas un apprentissage complet. Il faut que les 3 soient... Alors, Adama, vous avez fait un reportage avant cette émission sur l'éducation-formation. On va vous suivre. L'une des entraves à l'emploi des jeunes, c'est l'inadéquation formation-emploi. Chaque année, ils sont des milliers d'étudiants détenteurs de BTS, brevet de techniciens supérieurs en quête d'emploi. Nombre d'entre eux s'orientent vers d'autres domaines, notamment dans l'enseignement. Parmi eux, de nombreux instituteurs. Koné Abdoulaye est le directeur du CBCG de Cocody, le centre de bureautique, de communication et de gestion. Nous l'avons joint au téléphone. Il nous donne ici le taux d'employabilité de son école. Pour ce qui concerne le BT, le brevet de technicien, nous avons en moyenne 15% de nos effectifs qui ont immédiatement un emploi après leur diplôme. Maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, certains continuent leurs études, mais d'autres continuent de rechercher des emplois. En ce qui concerne le BTS, c'est un peu plus lent parce qu'après l'admissibilité au BTS,
On doit trouver un stage pour eux et puis ils doivent soutenir leur diplôme pour obtenir le BTS de manière définitive. Et ce n'est qu'après cela que nous pouvons, si on a des opportunités, les orienter vers les entreprises privées. Kofi Aka Ezekiel est âgé de 23 ans. Il est étudiant en licence 1, spécialité électrotechnique. Ce débutant est déjà soucieux de son insertion professionnelle. Je me pose des questions sur mon avenir parce que des gens qui ont eu leur diplôme, qui sont là, bon, je peux dire qu'ils chôment parce qu'ils ne font rien. Certains gèrent les cabines, certains gèrent les cyber, et puis bon, voilà. Donc, quelque part, j'ai un peu peur, même si je reste positif, quelque part, j'ai un peu peur. Je sais que, quel que soit le temps que ça va prendre, j'aurai un emploi, mais bon, voilà, ça peut durer. Il y a beaucoup de jeunes qui chôment, donc quand ils sortent, tu as déjà peur, même si tu as ton diplôme, tu as peur, parce que ça prend le temps, en fait. On n'a pas vraiment des emplois, on n'a pas de voies débouchées. La question de déboucher est une réalité, comme nous le confirme ici le directeur du CBCG de Cocody, Koné Abdoulaye. C'est pas aisé du tout d'avoir un emploi. C'est de manière générale le constat, mais il y a des filières encore pour lesquelles c'est plus difficile. Il y a des filières porteuses, il y a des filières qui sont plus faciles où les diplômés arrivent facilement à s'insérer dans le tissu économique. Pour ce qui concerne le CBCG de Cocody, il s'agit de l'assistanat de direction, et puis le secrétariat bureautique, et le tourisme et hôtellerie. Dans ces deux filières-là, nous arrivons facilement à trouver du travail pour nos étudiants, nos stagiaires. Les filières pour lesquelles on a du mal à avoir du travail, c'est essentiellement la logistique. La gestion commerciale, de plus en plus on a des difficultés en gestion commerciale et puis en finance comptable parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de postulants et il n'y a pas assez de postes, il n'y a pas assez d'emplois pour ces filières-là. Parmi les experts ivoiriens formés au Canada sur la nouvelle méthode d'enseignement dénommée APC, approche par compétences, Dame Sidibé Ndiaye Kadidia, inspecteur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, elle nous parle ici de cette nouvelle approche. Il s'agit de faire une formation des jeunes gens qui vont pouvoir travailler dans les entreprises, mettre à disposition des entreprises des jeunes gens capables de produire qui correspondent à l'attente du secteur productif. On avait constaté qu'effectivement, ce qu'on formait n'était pas en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Cette méthode est une méthode canadienne éprouvée. Elle a été éprouvée et adoptée par l'OIF, l'Organisation de la francophonie, qui l'a adoptée. Et nous, on a mis du temps à nous inscrire dans ce schéma-là. Et ce schéma consiste à développer trois pans dans la formation. C'est d'abord le savoir, mais aussi le savoir-faire et le savoir-être. L'APC concerne pour l'heure 5 filières expérimentales, génie alimentaire, froid et réfrigération au lycée professionnel d'Odiéné, la mécanique automobile au lycée professionnel de Fekese-Dougou et la télécommunication au CELIA d'Abidjan. Docteur, vous avez écouté ce reportage, quel commentaire? Bon, moi je dis que l'État ivoirien fait beaucoup d'efforts. Ça, il faut le reconnaître, parce que notre contexte est difficile. Donc, avant de dire ce qui ne va pas, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts. Chacun fait des efforts à son niveau. Mais ce qu'il faut à l'enseignement supérieur technique, c'est la formation pédagogique des enseignants. Il n'y a pas de formation pédagogique pour les enseignants qui interviennent au BTS. Dans les lycées techniques, il n'y a pas de problème, il y a l'IPNET. Mais vous allez prendre un ingénieur informaticien qui va enseigner au BTS, au brevet des techniciens supérieurs. Il n'a jamais eu une seule heure de pédagogie dans sa formation. Donc comment enseigner? Quelle est la meilleure manière d'enseigner pour que l'élève qui sort là soit opérationnel? C'est ça la pédagogie. Mais ce n'est pas sa faute, il n'a pas été formé à ça. Mais comme il a besoin de quelque chose pour subsister, il prend des heures. Donc moi je dis qu'il y a une opportunité que le gouvernement nous a donnée, c'est l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. L'université virtuelle de Côte d'Ivoire, on peut en ligne former pédagogiquement tous les enseignants. Il suffit que ce qu'on appelle le MOOC ou bien la FOAD soit en ligne. Les enseignants se connectent et puis ils se forment. Il y aura des dépenses, mais ce n'est pas la même chose que si vous aviez des conseillers pédagogiques qui font le tour. Donc l'université virtuelle de la Côte d'Ivoire est une opportunité que moi j'encourage les autorités à développer. Et c'est avec cette université virtuelle que nous allons combler tous les retards que nous avons connus et qui font qu'aujourd'hui, aucune université ivoirienne ne fait partie des 100 premières universités d'Afrique. Mais ça, on peut le combler très facilement avec l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Il a aussi dit dans le reportage, le directeur du CBCG, il y a des filières finalement pour lesquelles on se pose la question pourquoi ça existe. On forme des étudiants
alors qu'on sait pertinemment qu'ils ne vont pas travailler. Parce qu'il n'y a pas de débouchés. Il n'y a pas de débouchés. Non, c'est pas en fait une affaire de débouché. C'est qu'est-ce que j'ai enseigné. Parce que l'élève, en sortant de l'école, peut avoir des compétences pour commencer à faire des choses par lui-même. Avant même de trouver un emploi, il sait déjà qu'il a des aptitudes à partir de sa formation de 2 ans, 3 ans. Il peut commencer par les proposer même. Moi, voilà ce que je sais faire. À l'époque, c'est ce que les gens faisaient à Bruxelles. Les étudiants en informatique, quand ils sortent, ils envoient des programmes informatiques à toutes les entreprises. Ok, vous êtes à BMW, voilà un programme que j'ai fait pour votre entreprise. Essayez-le. Ils se vendent eux-mêmes à partir de la formation qu'ils ont eue, avant même de postuler pour un emploi. Le problème, c'est quoi? Les étudiants qui sortent, les entreprises sont obligées de les former pour les utiliser. En plus de la formation initiale, il faut encore les former. Ça coûte cher aux entreprises. Les entreprises ont besoin de gens opérationnels. Voilà. Donc c'est pour ça que la pédagogie capacitaire est une opportunité. Parce que la pédagogie capacitaire, l'objectif est qu'au sortir de l'école, vous soyez capable. Capable, c'est avoir les ressources nécessaires pour faire des choses par soi-même. D'accord. Avant d'arriver au développement durable, on va terminer ce chapitre justement sur l'éducation-formation. Finalement, quelles sont les exigences d'un système éducatif? Les exigences sont très claires. Et ça, dans l'ouvrage La pédagogie capacitaire, il y a 3 cycles. Il y a le cycle primaire, le cycle secondaire et le cycle supérieur. Qu'est-ce qu'il faut au cycle primaire? Les 7 premières années, qu'est-ce qu'il faut? C'est très clairement déterminé par la pédagogie capacitaire. À ce niveau, l'essentiel, c'est ce que le psychologue clinicien Dodson appelle le concept de soi. Le concept de soi, c'est l'image que j'ai de moi-même. Donc, au niveau primaire, il faut construire l'image que l'enfant va avoir de lui-même. Le savoir-être? Non, qu'est-ce qu'il pense de lui-même? D'accord. Voilà, l'image de soi. Je suis quoi? Donc, qu'est-ce que je suis? Donc, Dodson dit il faut avoir une image forte et positive de soi. Donc, il faut créer chez l'enfant une image positive et forte de lui-même. C'est de ça que dépend tout le reste de sa formation. Quand j'étais au primaire, bon, évidemment, c'est une chance que j'ai eue que, quand on est premier et qu'on est encouragé par les enseignants et tout le monde, on est tellement fiers de soi qu'on s'est dit, mais rien ne peut me résister. On a continué le reste comme si de rien n'était. Donc cette image de soi, ça c'est au primaire qu'il faut la construire. Et la construire essentiellement avec l'informatique. Parce que pour avoir une image forte de soi, il faut réaliser des résultats. Il faut arriver à faire des choses. Ah, c'est moi qui ai réalisé ça. Il faut être content d'avoir à faire des choses. Mais comme ce sont des enfants, ils ne peuvent pas aller dans l'espace pour faire des choses. Mais avec l'ordinateur, on peut les amener à créer des choses, à réussir des choses. Donc quand un enfant réussit par exemple à créer une case ou bien à créer, à construire un mur à l'ordinateur, on dit voilà, c'est toi qui as réussi ça. Donc on crée son image de soi positive. Et ça c'est le primaire. Le secondaire, il faut passer à l'étape scientifique. Il faut que l'enfant apprenne à formaliser. Et à ce niveau, à la rigueur. Et puis, au niveau de l'université, au second cycle d'université, donc il y a l'image de soi, il y a l'étape scientifique, et puis il y a l'étape technique. Il faut qu'il commence à créer par lui-même. Et ça, l'université doit être une étape où déjà les enfants commencent à réaliser beaucoup de choses. Et au niveau secondaire aussi, tout ce qu'ils ont réalisé à l'écran, à l'ordinateur, ils peuvent en concevoir les algorithmes mathématiques. Et dès l'instant où tu as l'algorithme d'un objet, tu peux modifier cet algorithme pour obtenir beaucoup d'autres choses. Donc, on les entraîne déjà à la créativité. Donc, dans n'importe quelle situation où ils vont se trouver, il faut que je crée, il faut que je transforme. Alors, pour transformer, quel est l'algorithme qu'il faut? Donc, il va dégager l'algorithme et puis créer autre chose que ce qu'il a trouvé. Donc, ce sont ces 3 niveaux-là qu'il faut respecter. Mais malheureusement, nous n'avons pas les outils nécessaires. Mais il est bon de savoir ce qu'il faut faire. Même si on n'a pas les moyens de le faire, il est déjà bon de savoir ce qu'il faut faire. Parce que équiper une école primaire d'ordinateurs, bien évidemment, ça revient très cher. Mais il est bon de savoir ce qu'il faut faire et savoir à quel niveau l'informatique peut aider. Les recherches ont montré qu'à 8 ans, les enfants peuvent programmer l'ordinateur. Donc, à partir de 8 ans, on peut les conduire à réaliser des choses avec l'ordinateur. De sorte qu'ils aient un concept de soi fort et positif. Et dès l'instant où ils ont ce concept fort et positif, ils peuvent relever tous les défis dans les niveaux supérieurs. Finalement, quelle est votre compréhension du concept développement durable? Le développement durable, j'entends par durable comme on peut dire une solution défendable ou bien un bassin aménageable.
Mais une solution défendable n'est pas forcément défendue. Un bassin transformable n'est pas forcément transformé. Donc, le développement durable n'est pas forcément le développement qui dure. Oh, l'idée qu'il y a derrière développement durable, c'est un développement qui va durer. En principe. Donc, le mot durable, si vous voulez, peut prêter à confusion une position acceptable. Mais c'est pas parce qu'elle est acceptable qu'elle est acceptée. Ouais. Or, derrière ça, c'est développement continu. Voilà. Un développement constant, un développement qu'on peut perfectionner. Alors, l'idée ici, c'est comment cette éducation-formation que vous avez décrit par rapport à ses exigences et par rapport à son parcours peut nous amener au développement. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Donc, c'est la conception de la vie même qu'il faut changer. Actuellement, on a une conception de la vie qui est fragmentaire, qui est segmentaire. Et on n'a pas une conception de la vie qui est continue. On a une conception de la vie où la vie est saucissonnée. Prenez un chef d'entreprise, une usine de fabrication de voitures. Quand il a fabriqué sa voiture, qu'il a mis sur le marché, qu'elle a été vendue, lui, son travail est fini. Vous imaginez? Vous créez un objet que vous êtes le seul à avoir créé, que vous l'injectez dans le corps social et vous l'abandonnez. Alors que c'est vous qui avez la science et l'ingéniosité nécessaire pour en comprendre tous les aspects. C'est à ce moment précis là que vous l'abandonnez. Vous l'abandonnez à qui? Ses effets nocifs et tout ça. C'est vous qui savez ce que vous avez mis dedans. Pourquoi? Parce que la conception de la vie est fragmentaire. Je fabrique des bouteilles, j'ai fini de fabriquer mes bouteilles, mon travail est fini. Oh, quand vous avez fabriqué la bouteille, qu'elle va dans le magasin, elle commence une autre vie. La voiture que vous avez fabriquée, qui a acheté, elle commence une autre vie. C'est pas terminé. C'est un nouveau départ. Les plastiques, c'est ça. Vous achetez des sachets en plastique, vous allez au bord de la mer, vous les jetez. Mais ces plastiques-là vont être découpés en petits morceaux, puis avalés par l'eau, et les poissons vont s'en nourrir. Mais comme le plastique ne se désagrège pas tôt, ils vont se trouver dans la chair des poissons. Le pêcheur va les prendre, ça va se retrouver dans l'estomac de quelqu'un. Parce que vous avez une conception fragmentaire de la vie. Vous avez acheté des plastiques, des sacs plastiques, vous les avez utilisés, vous les avez jetés, leur vie s'arrête là. Or, il faut avoir, donc c'est la conception continue de la vie qu'il faut avoir. Et la pédagogie capacitaire, à l'école, enseigne ça. Par exemple, une unité d'apprentissage, quand vous avez fini un apprentissage, l'apprentissage qui suit commence par la fin de l'apprentissage précédent. La fin d'un apprentissage est le début d'un apprentissage suivant. Donc, par exemple, vous voulez enseigner une formule mathématique. Mais à partir de quoi se crée la formule mathématique? Vous devez apprendre aux enfants quelles sont les situations concrètes qui conduisent à l'élaboration de Y égale à X plus B. C'est pas tombé du ciel. Quelle est la réalité dont le formalisme est Y égale A plus B? Cette réalité, les enfants doivent apprendre à la construire. Ça peut être une unité d'apprentissage. Mais le résultat, c'est le texte qui va être transformé en formule. Donc ce résultat-là, c'est en même temps une fin, mais le début d'un processus. Donc les enfants vont le prendre et puis en extraire des formules mathématiques. Ça peut faire l'objet d'une deuxième unité d'apprentissage. Quand ils ont extrait les formules mathématiques, la troisième unité d'apprentissage, qu'est-ce que je peux faire avec? Qu'est-ce que je peux créer avec? Qu'est-ce que je peux réaliser avec? Et quand j'ai réalisé une chose avec, je peux retourner à la formule, la modifier pour obtenir autre chose. Dès l'instant où j'arrive à la fin, j'ai une possibilité infinie de création et de transformation. Donc on a la conception. Alors, quand tu arrives à cet objet qui est réalisé, quand tu as réalisé l'objet à partir de sa valeur, à partir de la formule mathématique, quelle est la valeur de cet objet? Quelle est sa valeur pour le bonheur de l'être humain? En quoi il est utile? Parce que moi qui ai réalisé cet objet-là, je suis un strangpa. Voilà, cet objet-là, quelle est sa valeur? En quoi il sert? Il faut qu'il serve à quelque chose. C'est ça. Il faut qu'il fasse avancer la condition humaine. C'est ce qu'on appelle en pédagogie capacitaire le progrès humain global. D'accord. Il n'y a pas de progrès humain seulement dans la connaissance, machin. Il n'y a pas de savoir théorique, savoir être. Non, ça c'est l'esprit occidental de balkanisation du savoir. C'est un bloc insécable. Le texte qui permet d'avoir les formules, c'est la thématique. Les formules, c'est la mathématique ou bien le formalisme. Et puis les résultats, ce sont les objets techniques. Ces objets techniques-là, quelle est la valeur pour la société? Docteur, à cette allure, avec ce cheminement, cette explication, on va vous permettre d'ouvrir, c'est juste une parenthèse, puis la refermer. Vous avez un ouvrage qui est intitulé « L'éducation est la priorité ». Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre? Cet ouvrage-là est l'introduction de la pédagogie capacitaire. Oui, de la pédagogie capacitaire. Voilà, l'éducation est la priorité parce que pour n'importe quel développement, vous avez besoin des êtres humains. On ne peut pas développer sans êtres humains. Mais quel être humain qui peut se mettre au service des autres? Parce que développer, c'est réaliser des choses au service des autres. Et ça peut pas se faire sans éducation, formation. Et donc, c'est pas développer quelque chose, c'est se développer d'abord. Et pour se développer, il faut être bien éduqué, bien formé. Prenons un exemple.
Vous avez une commune, vous avez 1 milliard investi dans la commune. Et vous avez toutes les ressources humaines qu'il faut pour réaliser le travail qu'exige l'investissement de ce milliard. Dans la commune, vous avez les hommes qu'il faut pour faire le travail qu'exige l'investissement de ce milliard. Votre milliard reste dans votre commune. Il va élever le niveau de vie de la commune. Parce que c'est des familles de la commune qui vont l'avoir. Non seulement vous allez réaliser des choses qui vont permettre à la commune, des routes, des hôpitaux et tout ça, qui vont permettre aux gens d'avoir une bonne éducation, de se soigner correctement, mais les ressources reviennent à la commune et vont élever le niveau de vie de la commune. D'accord. Et ainsi de suite. C'est ça, se développer. Mais pour arriver à ça, ces hommes qui vont travailler, il faut les former. Tout à fait. L'éducation-formation est la priorité. En tout cas, docteur, on voulait vous remercier infiniment d'être venu parce qu'on a beaucoup appris avec vous, surtout avec cette pédagogie capacitaire que vous développez. Et je pense qu'elle permettra à tous nos auditeurs de comprendre un peu les exigences de l'éducation, en gros. Mais nous sommes au terme de cette émission. On va vous permettre de conclure cette émission. Bon, la conclusion, c'est que notre système éducatif a besoin d'une transformation profonde. Le président de la République lui-même l'a dit. Donc nous comptons sur lui pour réaliser cela. Parce qu'il est capable de réaliser des grandes œuvres. Il a été le premier président à créer le Conseil des rois et chefs traditionnels. Après combien d'années après les indépendances? C'est lui qui a réalisé ça. Donc il peut aussi réformer l'école. En s'appuyant sur l'Afrique justement. En s'appuyant sur les réalités africaines que j'ai évoquées dans la pédagogie capacitaire. En tout cas, merci d'être venu. Je voulais rappeler que vous êtes le docteur André Déazon, enseignant-chercheur à l'UFR de sciences de l'homme et de la société à l'université Félix Houphouët-Boigny-Cocody. Vous êtes venu nous instruire sur l'éducation-formation pour comprendre comment arriver à un développement. Tout simplement. Merci Adama. Merci de m'avoir aidé à bousculer un peu le docteur qui est sorti de son intérieur pour nous enseigner toutes ces belles choses-là. Merci à Yaoblé, David et à Mien Nessor qui ont assuré la technique. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. On se retrouve certainement dimanche prochain. À très vite. Paul Philippe vous salue, mesdames et messieurs.